RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, c'est le retour de votre podcast préféré, l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Chaque semaine, vous le savez, dans l'After Italy, on part à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football italien. Et cette saison, on accueille chaleureusement notre nouvelle drôle de dame italienne, Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao, ciao à tutti, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans l'équipe RMC Sport, bienvenue dans l'After Italy. Ça va, tes débuts à RMC se passent bien ? Très bien, très bien. Un peu fatigant parce que voilà, trop de professionnalité à l'Italie, mais bon, ça va. Bon, tu as la lourde charge de succéder à Johan Crochet qu'on embrasse évidemment et qui nous écoutera sans doute toute cette saison, mais on te fait confiance, Daniele. Avec nous également pour parler du champion en titre, Anzo, supporter du Napoli. Ciao Anzo. Ciao, bonjour à tous. Et avec nous également Loïc Moreau. Salut Lolo. Salut Jérôme, ça va? Tout va bien ? Oh ouais, bien rentré de vacances. Les vacances ont été bonnes ? Plutôt très bonnes même. Bon, parfait. Alors, 2 fois titré en 3 saisons, le Napoli est présenté comme le grand favori à sa propre succession. Conte, De Bruyne, McTominay, un effectif renforcé. Les atouts napolitains sont nombreux, mais la blessure de Lukaku et les sautes d'humeur parfois du président De Laurentiis invitent à la prudence. L'After Italy vous explique pourquoi le Napoli peut conserver le Scudetto. D'abord, Lolo, ce qu'il faut rappeler, c'est combien, depuis la fin du Covid, il est difficile de conserver le Scudetto. Et oui, on est passé d'un règne sans partage de la Juve pendant plusieurs années à justement un changement chaque année de vainqueur pour le Scudetto depuis la fin du Covid. On voit que c'est un nouveau champion chaque année, la Juventus d'abord, puis ensuite les Milan ont pris les Scudetti, puis Naples en 2023. On sait que ça avait été une petite tremblement de terre en Italie, l'Inter encore l'année dernière et Naples, enfin l'Inter il y a 2 ans et Naples l'année dernière. Donc effectivement, on a tendance à changer de champion. Ça met un peu plus de pression forcément à Antonio Conte et à Naples, puisque voilà, il y a ce défi supplémentaire de réussir à conserver le Scudetto qui ne sera pas évident. Et il en a parlé avant la première journée de Serie A, Antonio Conte, ce statut de favori, cette pression-là, comment il l'envisage et comment il compte la gérer avec ses joueurs. Ce n'est jamais arrivé à Naples de conserver son titre. Et la dernière fois qu'on a été favori car champion en titre, n'oublions pas que malgré avoir gardé Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski et n'avoir perdu que Kim, en plus d'avoir dépensé plus de 100 millions sur le mercato, on a fini 10e. Voilà donc ce qu'a dit Antonio Conte. Daniele, le fait d'avoir réussi à garder Antonio Conte sur le banc, c'est déjà un succès de l'été à Naples, parce qu'on sait qu'il avait été très convoité et que la valse des entraîneurs a été assez grande cet été en Italie. Bah oui, Conte il a un peu saboté tous les changements d'entraîneurs qui allaient se passer après son passage annoncé à la Juventus. Au dernier moment, après avoir gagné les championnats, il a décidé de rester à Naples. Il a été convaincu peut-être par des bons propos de Laurentiis, qui, comme tu as dit, c'était un peu un acteur assez présent pendant la gestion de Spalletti. Parce qu'il faut rappeler, Naples, c'est vrai, elle n'a jamais retenu de Scudetto parce qu'il a gagné que 4 fois le championnat dans son histoire, mais 2 fois dans les dernières 3 ans. Et l'année où ils sont arrivés 10e, il s'est passé quelque chose de bizarre parce qu'on sait que Naples, il avait changé, justement, il était passé de Spalletti à Rudy Garcia, mais après il a passé de Rudy Garcia à Mazzarri, après de Mazzarri à Calzona. Donc c'était une saison avec 3 entraîneurs, avec un De Laurentiis très patron-père, que pensait que il suffisait en fait de prendre des joueurs, de bâtir l'équipe comme lui il voulait pour gagner. Ben non, en fait, ils sont arrivés 10e, ça se passait très mal. Et après, il a fait un pas dehors, c'est-à-dire il a laissé tout gérer à Conte. C'est vrai que c'était une saison compliquée par le départ de Kvaratskhelia, aussi par le départ de Osimhen. Mais ils ont fait ce que Conte il avait demandé. Notamment, ils ont fait venir Lukaku et McTominay au dernier moment, à la dernière jour presque du mercato de l'année dernière. Ils voulaient prendre Brescianini, un autre joueur qui venait de l'équipe de Frosinone, qui par contre il a préféré
aller à Bergame, à l'Atalanta. Ça, c'est pour dire aussi les statuts qu'avaient les Naples à ce moment. C'était un Naples un peu... il n'y avait pas une très belle atmosphère. Mais avec Conte, tout a changé. Avec McTominay qui a marché très bien. Lukaku, c'était un joueur... il est blessé, mais il n'était pas dans sa meilleure forme, mais il était très important pour Naples, il était très important dans la Serie A, son impact était très fort, et Naples, il a gagné dans une saison où aussi, il faut dire, c'est l'Inter qui n'est pas arrivé à garder le championnat, à gagner back-to-back, comme vous venez de le dire, ça n'est jamais arrivé aux équipes avant, parce que la Juventus, elle venait des 9 championnats à la suite, dont 3 avec Conte, 5 avec Allegri, 1 avec Sarri. Après, c'était le moment de l'Inter. Après l'Inter, elle est arrivée derrière le Milan avec une espèce de harakiri, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont perdu dans un match contre Bologne, à Bologne, avec une énorme erreur du gardien. Ils avaient presque gagné le championnat. Après, c'était Milan qui a perdu quand même le championnat avec presque 20 points d'écart de Naples. Et après, c'est Naples qui est arrivé 10e. Et après, c'était l'Inter qui, l'année dernière, elle n'est pas arrivée à gagner contre Naples, que c'était quand même un outsider. Et Naples, ils ont gagné de très peu l'année dernière. Ils ont été dans une gestion très bien gérée des comptes. Mais voilà. Mais là, cette année-là, ils ont une autre carrure. C'est un autre Naples, on va dire. Anzo, toi en tant que supporter napolitain, le fait d'avoir réussi à conserver sur le banc de touche Antonio Conte, est-ce que c'est une garantie pour toi de succès ? Au niveau national, oui. Parce qu'aujourd'hui, l'argument, pour le moment, avec la reprise du championnat, c'est les yeux sont braqués sur l'Italie, sur ce qui se passe sur la scène nationale. Moi, je me souviens d'avoir eu Johan le soir où on est champion lors de la dernière journée qui me disait bon, vous faites comment la saison prochaine avec la Ligue des Champions? Parce que ça va être ça le test, et c'est les attentes qu'on a d'Antonio Conte qui aujourd'hui a la chance d'avoir un effectif fait à sa manière. De Laurentiis a pris quasiment tous les joueurs qu'il a demandé. Antonio Conte ne s'est jamais retrouvé dans une situation où justement il avait pu avoir un effectif fait à sa main. Il a toujours repris des clubs dans l'urgence, comme Naples était la saison dernière. Il a tout de suite gagné, et ça, faut le souligner, parce que gagner à Naples, qui venait de gagner 2 ans avant, qui s'était retrouvé 10e, avec l'effectif qu'on avait, parce qu'il faut rappeler, on a des joueurs comme Mazzocchi, qui sont dans l'effectif, un Rahmani qui est un soldat, mais c'est pas un top 10 défenseur en Europe. Enfin voilà, on a un effectif qui est bon, mais qui, de là en début de saison, à dire oui, on allait être champion, c'était très prétentieux. Par contre, ce début de saison, oui, le minimum syndical, à l'heure actuelle, après avoir en fonction de comment va se dérouler la saison, on doit au moins conserver le titre. Ce sera évidemment l'un des enjeux de cette saison de Serie A. Et pour y parvenir, et pour aussi briller en Ligue des Champions, Lolo, eh bien le Napoli, comme le disait Anzo, s'est renforcé. Et donc cette fenêtre de mercato, elle a priori, elle semble prometteuse. Oui, et Conte le disait, effectivement, il y a 2 ans, quand Naples est champion, ils n'avaient quasiment pas touché en fait, aux 11 types, à part Kim Min-jae. Là, il y a quand même une grosse partie de l'effectif qui va être renouvelée. Du côté des arrivées, donc on a notamment recruté Sam Bekema, qui est défenseur néerlandais de Bologne, qui est vraiment un très très bon joueur de Serie A. On a pris Noah Lang, qu'on connaît un petit peu, le virevoltant ailier qui arrive du PSV, un peu pour remplacer peut-être Kvaratskhelia, qui est parti au PSG, qui n'a pas vraiment été remplacé pour le coup. Et puis on a pris bien sûr la tête de proue, hein, c'est Kevin De Bruyne, donc qu'on présente plus maintenant, qui est arrivé donc libre de Manchester City et qui a déjà été efficace dès la première journée, et sur lequel on va compter beaucoup, et qui va d'ailleurs peut-être provoquer un petit changement tactique pour Antonio Conte, avec un 10 du coup à proprement parler, comme De Bruyne. Reste à savoir maintenant quel sera l'attaquant qui va être recruté pour pallier à la blessure de Lukaku. On sait qu'il y a Lorenzo Luca qui est arrivé de l'Udinese, qui est un international espoir, mais
Voilà, comme on l'a dit, ils cherchent à avoir un effectif qui puisse être compétitif à la fois en Serie A et en Champions, ce qui n'avait pas été le cas l'année d'après le premier Scudetto, enfin le Scudetto de 2023. Et donc, c'est pour ça que tous les postes ont été doublés et qu'il n'y a pas eu de départ vraiment majeur du côté du Napoli. Ouais, les départs, on peut quand même les citer. Osimhen, qui est parti donc à Galatasaray pour 75 millions d'euros, c'est un transfert définitif. Raspadori à l'Atlético, Nathan, Caprilé, puis Lindström, Cajuste, Simeone ont été prêtés. Dans le sens des arrivées d'Agnelli, on parle beaucoup en ce moment de Højlund, l'attaquant danois de Manchester United, et d'un retour également d'Elmas qui était parti à Leipzig. Si ces deux mouvements se font, est-ce qu'on pourra dire que le Napoli a frappé fort sur le marché des transferts cet été ? Moi, je pense qu'on peut déjà le dire, parce que c'est vrai que la blessure de Lukaku, ça change. Et en plus, elle est arrivée juste après qu'ils avaient envoyé Raspadori à Madrid, chez l'Atlético. Et Raspadori, c'était un peu le neuf remplaçant l'année dernière. Simeone un peu moins. C'est vrai que Luka, c'est un joueur un peu raffiné. On va dire, c'est un peu un talent brut. Mais c'est vrai aussi qu'il n'est pas si jeune, il a 24 ans. Moi, je pense que moi, j'ai pas beaucoup d'espoir sur lui. Il a joué, il a pris la place de Lukaku lors du premier match de championnat, mais il a montré que c'est pas du tout la même chose. Après, on avait beaucoup de questions sur comment il allait jouer avec Lobotka, Anguissa, McTominay et De Bruyne dans la même formation. Et ben là, c'est déjà arrivé une nouveauté parce que ils ont joué avec une formation très fluide, avec McTominay qui partait quand les ballons, il avait l'équipe adverse, notamment Sassuolo. McTominay jouait à gauche, là où il y avait Kvaratskhelia juste pour avoir une référence. Et après, par contre, De Bruyne, il était à côté de Lukaku. Après, quand la balle, c'était Naples qui l'avait, De Bruyne venait au milieu de terrain chercher la balle, même de la défense, et McTominay allait à côté de Luka. Et c'est comme ça aussi qu'il a marqué les premiers buts du match. Et c'est comme ça aussi qu'il avait marqué l'année dernière avec sa présence dans la surface, 6 buts dans les dernières 7 matchs de championnat. Et donc, je pense que c'est un peu ça. C'est vrai qu'ils ont ils ont une deuxième ligne importante cette année. Ils peuvent faire des changements. Mais le fait que le premier match, il y avait 9 joueurs que c'était les mêmes de l'année dernière et seulement De Bruyne et Luka, que c'était un changement obligé comme nouveauté, je pense que ça parle aussi du fait que Conte, il est pas pressé pour insérer tout le monde. Bokema, c'est vrai, c'est un bon recrute, mais Rachmani, moi je pense que c'est un peu sous-valué, c'est un des meilleurs défenseurs de la Serie A, pour mon avis. Et après, il y avait aussi Miguel Gutiérrez, il est potentiellement très important, arrière-gauche. Arrière-gauche, il vient de l'Espagne, c'est un joueur très technique, très offensif, qui peut vraiment hausser les niveaux de Naples contre les équipes plus petites qu'il faut aller ouvrir avec un couteau suisse. Et voilà, lui, c'est un outil en plus dans les couteaux suisses de Naples, on va dire. L'année dernière, Naples, c'était un peu, c'était une fourchette avec pas tous les dents de la fourchette. Il avait McTominay, il avait Lukaku, c'était fini. Là, il y a De Bruyne, il y a Noah Lang qui pourrait entrer dans la course. J'adore Noah Lang, en plus les caractères. Il est arrivé, ils lui ont demandé quel type de joueur t'es, parce que vous savez, les supporters italiens, pas forcément, regardent le championnat néerlandais. Et lui, il a dit, c'est simple, je suis le genre de joueur que les gens ont envie de regarder jouer. Ils payent les billets au stade pour regarder jouer des joueurs comme moi. Ok, d'accord, vas-y, maintenant, il faut maintenir la parole. Mais David Neres aussi, l'année dernière, il était un peu blessé, mais il avait montré un potentiel important dans les niveaux italiens. Donc, je pense que voilà, ça va être utile, surtout quand il y a la Champions League qui va rentrer dedans et il va falloir jouer beaucoup plus de matchs. Il y a aussi Sergej Milinkovic-Savic, le gardien, que Meret, il a joué les premiers matchs. Je pense que Naples va avoir 2 gardiens titulaires. Mais Milinkovic-Savic, ça change un peu la façon de jouer de Naples. Parce que Milinkovic-Savic, c'est le meilleur gardien pour jouer avec des longs ballons. Lui, il peut frapper la balle avec ses pieds directement dans la surface adversaire. Donc, je pense qu'on va voir un Naples très malin cette année. Déjà, l'année dernière, il était pas mal malin, mais je pense encore plus. Anzo, c'est un mercato qui te hype, ce mercato napolitain. Qui plus est, si Rasmus Højlund arrive, parce qu'à l'Atalanta, il avait quand même ébloui la Serie A.
Ah, clairement. En plus, moi, cet été, j'ai eu la chance d'aller au jubilé d'Amzik en Slovaquie. Donc, j'ai pu, entre guillemets, faire une sorte de passation générationnelle où j'ai retrouvé tous les joueurs des années 2010 du Napoli, les Gökhan Inler, les Zemaili, Hamsik, Gargano. Et aujourd'hui, quand tu vois l'effectif qu'on a avec des McTominay, des De Bruyne, des Lobotka, tu te dis, ouais, on a fait quand même un sacré pas en avant sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, on s'est renforcé, on est compétitif, on a 2 équipes, c'est ce qu'on avait aussi en 2023, parce qu'en 2023, on se souvient du Scudetto, mais on avait fait un super parcours en Ligue des Champions avec le premier quart de finale du Napoli contre le Milan, avec ce penalty au match retour qui n'a pas été sifflé sur Lozano. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Et donc oui, il y a des attentes qui sont fortes. Moi après, j'ai un peu des doutes sur la tactique, dans le sens de ce week-end qu'on joue un 4-1-4-1 avec De Bruyne, qui pour moi manquait absolument dans le dispositif de Kanté la saison dernière, parce qu'on n'avait pas vraiment de meneur de jeu de 10 comme De Bruyne. Là, j'ai l'impression que c'est un peu de toute façon, il l'a dit, Kanté après le match, on cherche à intégrer De Bruyne dans le milieu de terrain de l'année dernière. Pour moi, il va se libérer d'un poids quand on va arriver à la CAN et quand Guissa va partir quelques semaines. Et là, on va retrouver un milieu à 3 avec Lobotka, McTominay et De Bruyne. Et on va pouvoir utiliser les ailiers qu'on a recrutés, parce qu'un Noah Lang, pour moi, sera peut-être à terme. Après, je l'ai vu jouer en retiro à Dimaro, parce que je suis allé voir les joueurs pour les matchs amicaux. J'étais au match aussi samedi. C'est un joueur qui pour le moment a parlé, mais qui a du mal à confirmer les dires. Après, il est très tôt dans la saison pour avoir un avis définitif sur le joueur, mais pour le moment, c'est le joueur que j'ai vu le plus en retrait sur les arrivées. Alors qu'un David Neres a fait une préparation phénoménale. Quand je vous dis phénoménale, moi je l'ai vu courir à Dimaro. C'était le gars qui carburait le plus. Il a pris en masse musculaire. Moi, j'attends de voir un David Neres très en forme cette saison. Et quand je le vois sur le banc contre Sassuolo, je me dis c'est dommage, parce que c'est un joueur qui va dynamiter l'attaque napolitaine. On va regarder un petit peu à quoi ressemble l'effectif cette saison, Lolo, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Finalement, le Napoli a réussi à doubler les postes et à avoir une densité qui n'existait pas forcément par le passé. Bah oui, parce qu'en plus, encore une fois, tu veux jouer sur les 2 tableaux, donc il te faut au moins ça. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif, c'est un savant mélange, effectivement, des joueurs qui ont participé à la conquête du Scudetto de la saison passée, avec des petits nouveaux, des joueurs aussi qui reviennent de blessures. Enzo le disait, Neres, il peut être important, et surtout voilà, on va attendre maintenant la confirmation de savoir si Scott McTominay marche sur l'eau comme c'était le cas la saison passée, puisqu'il a été c'est tout simplement le meilleur joueur de Serie A. Et puis Kevin De Bruyne, effectivement, c'est un peu la grosse inconnue. On sait que Naples a fait vraiment des pieds et des mains pour le faire venir. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement en Serie A, bon, le rythme il est un cran en dessous quand même la première ligue, donc on se dit que pour Kevin De Bruyne, ça devrait aller, quoi. Il a été tellement habitué à jouer sous haute intensité que là, il va pouvoir un petit peu, on va dire, lever le pied, sachant que voilà, il rajeunit pas non plus, mais je pense que c'est très intéressant de le voir. Ça aurait été intéressant de le voir derrière Lukaku. Après, ça peut être intéressant aussi de le voir derrière Højlund, si toutefois il arrive. De Bruyne, justement, regardons un petit peu ce qu'il a fait en Première Ligue depuis 2015. Bon, évidemment, c'est un joueur qui a énormément brillé, qui était peut-être l'un des 3 meilleurs joueurs de la période. Ouais, franchement, en Première Ligue. Et peut-être pas 3e, et peut-être pas 2e non plus. Franchement, non, mais joueur exceptionnel. Voilà, on va pas présenter Kevin De Bruyne, on le sait, l'international belge, 6 titres remportés en PL depuis 2015, c'est le record. Passe décisive 118 et occasion créée, on est à 843. Mais bon, enfin, c'est dit comme ça, on se dit ouais, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais oui, c'est absolument énorme. Le gap par rapport aux autres joueurs est impressionnant. Donc, alors effectivement, il jouait dans un effectif où il y avait 2-3 joueurs de ballon, avec Pep Guardiola, sous l'égide de Guardiola, mais on se dit que sous Antonio Conte, qui a tendance justement un petit peu à sublimer aussi les joueurs qu'il a sous sa gouverne, ça peut très très bien marcher si tant est qui se blesse pas, quoi. Daniele, justement, comment le Napoli a réussi à convaincre De Bruyne de venir en Campanie et pas d'aller en Arabie Saoudite ou en MLS, par exemple? C'était les pistes qu'on annonçait. Et qu'est-ce qu'on attend de lui?
Alors, déjà, opinion personnelle, en 2018, il aurait dû gagner le Ballon d'Or. Je pense que c'était le meilleur joueur au monde. Il s'était blessé après au genou le mois d'août, mais voilà, vous avez dit c'était peut-être le meilleur des Premier League. Moi, je pense que c'est un des meilleurs joueurs que j'ai eu la chance d'y voir jouer. Et le meilleur pied droit, la précision, la puissance des frappes qu'il a depuis un très jeune âge, quand il était encore en Allemagne. C'est un joueur phénoménal qui, à la fin justement de sa carrière, il n'est pas arrivé à Naples très en forme. Lui, il a dit, j'ai choisi Naples parce que je me suis consulté avec ma famille. Donc, en gros, il a fait comprendre que c'était une question aussi de choix de vie quotidienne. C'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que De Laurentiis, il répète toujours. Les joueurs, ils viennent à Naples parce qu'ils ont pris une villa sur la mer et regardez tellement que c'est beau. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont arrivés à Naples, ils sont tombés complètement amoureux. Dries Mertens, c'est un exemple parfait parce que lui, je crois qu'il vit encore à Naples, ou quand même il a une maison à Naples, il était très bien. Donc voilà. Mais après, il y a aussi la question, il a dit justement, c'est l'équipe qui a gagné les championnats. C'est une équipe qui va faire la Champions League. Il y a Antonio Conte qui c'est un entraîneur important. Je pense que si c'est Antonio Conte qui passe les coups de fil, ça marque l'esprit. Il y avait déjà McTominay aussi, un joueur anglais qui peut-être attention, écossais, Daniele, attention, attention. Écossais, désolé, je veux dire britannique. C'est ça. Mais qu'il avait joué longtemps en Angleterre, donc il avait fait les mêmes passages en gros en plus de la même ville, qu'il attendait un peu De Bruyne, et peut-être il l'a rassuré s'il avait quelques doutes. Tu sais, à Naples, De Bruyne, il a dit aussi, moi je suis pas quelqu'un qui aime être fermé dans la rue, parler avec les supporters. Ben ça, en Italie, bonne chance. Tu vas pas faire 5 mètres sans qu'il t'arrête. Mais peut-être que McTominay, il a trouvé la manière et il a dit, t'inquiète pas, j'ai des routes secondaires, viens avec moi. Mais je pense que l'Italie, en général, il faut faire un peu un discours qui lie De Bruyne à Modric et à beaucoup de joueurs qui ont choisi l'Italie plutôt que justement l'Arabie Saoudite. C'est pas un très bon signe pour le championnat. Je pense que l'Italie, c'est un peu le step juste avant d'aller jouer dans ces championnats-là. C'est-à-dire pour voir si on a encore la compétitivité de jouer dans un championnat qui est moins intense, parce que le niveau physique en Italie, c'est pas le même qu'en Angleterre. Donc je pense que De Bruyne, il a aussi compté sur le fait qu'il peut jouer, il peut être compétitif dans un niveau physique d'un niveau un peu inférieur par rapport à la Premier League. Après, est-ce que je peux dire une chose sur Højlund, parce qu'on en a parlé. La chose intéressante de Højlund, rapidement, s'il te plaît. C'est un grand changement tactique. C'est un grand changement tactique parce que Lukaku et Luka aussi, c'est des joueurs qui relient les jeux en gros. Ils jouent la balle sur leurs pieds avec les défenseurs derrière, ils font de la protection, ils font monter toute l'équipe. Højlund, par contre, c'est un joueur de profondeur. C'est un joueur qui aime courir dans la profondeur, dans les dos des défenses. Donc, je ne sais pas si Naples va changer un peu sa façon de jouer avec Højlund. Ça serait intéressant de le voir. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il va en faire compter. Peut-être il va le faire devenir un espèce de Lukaku. Il va l'améliorer son jeu avec les défenseurs dans les dos, en protection et avec majeure finesse technique. Mais je pense que Naples peut changer plus de ce qu'on attend de lui pendant l'année. On aura l'occasion de reparler de Kevin De Bruyne. Juste avant de terminer cette After Italy spéciale Napoli, Enzo, un petit mot peut-être sur les bémols, peut-être les points faibles que tu vois cette saison. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le Napoli d'être champion, de réaliser un beau parcours? Est-ce que la blessure de Lukaku, pour toi, c'est un problème insurmontable? Est-ce que on sait toujours que le président De Laurentiis, il peut exploser en plein vol, changer d'humeur, changer d'avis? Quels sont les petits points faibles que tu vois? Alors, sur le sujet de De Laurentiis, pour moi, c'est un président qui a su évoluer à l'image de l'équipe. C'est quelqu'un qui s'est assagi. On le voit dans sa gestion. C'est quelqu'un qui a été touché dans son orgueil de faire 10e place après avoir gagné un Scudetto, alors qu'il avait déclaré le soir du Scudetto en 2023 que l'année prochaine, on est là pour gagner de nouveau. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a mis de l'eau dans son vin et qui a su convaincre un Antonio Conte, qui a su le garder cet été et mettre sur la table ce dont avait besoin le coach. Donc, de ce point de vue-là, je suis moins inquiet.
L'incertitude, ça réside plus sur Conte en soi, parce que ça a toujours été son point faible, la Ligue des Champions. J'avais vu passer des stats. C'est un coach qui a jamais atteint le stade des demi-finales. Donc pour lui, c'est un vrai challenge que d'aller au-delà des quarts de finale avec cette équipe du Napoli, qui là aussi l'équipe n'a jamais atteint ce stade de la compétition. Donc en fait c'est le manque d'expérience sur la scène internationale qui aujourd'hui, je pense, on l'a compensé avec l'arrivée de joueurs justement qui ont des palmarès comme Kevin De Bruyne, qui ont cette expérience sur le terrain et qui sauront gérer ces aspects dans les matchs à pression. Parce que c'était toujours un peu ce qui faisait défaut à Naples, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à se souvenir peut-être d'un énorme exploit sur les phases finales du Napoli, parce que c'est jamais arrivé. En phase de poule, on a toujours fait des exploits, on a tapé des Manchester City à l'époque de Kun Agüero, on a approché le Paris Saint-Germain quand il y avait Neymar, quand il y avait Kylian Mbappé. On savait toujours donner du fil à retordre à ces équipes-là. Par contre, sur un aller-retour de phase finale, il me manque la référence où on fait tomber un Real de Madrid, un Paris Saint-Germain cette année, un Liverpool, pour me dire ok, on a encore passé un échelon et aujourd'hui on peut être considéré comme grand d'Europe. Enzo, merci. Passe une bonne saison avec le Napoli. On reste en contact évidemment. Merci tu es le bienvenu beaucoup dans l'After Italy. Daniele, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel After Italy. Lolo également. Merci à tous. Et puis évidemment, je vous rappelle, l'After Italy, c'est disponible sur toutes les plateformes à réécouter, à regarder sur la chaîne de l'After notamment. Passez une bonne journée. Puis on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao. RMC After Italy.